Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, RCF et Radio Notre-Dame. Aujourd'hui, notre invité est Gilles Platré, porte-parole du Parti Les Républicains et maire de Chalon-sur-Saône. Bonjour Gilles Platré. Bonjour. Vous êtes à 44 ans l'une des figures montantes de la droite engagée aux côtés de Laurent Wauquiez qui a pris les commandes des Républicains. Vous êtes à la fois un homme de terrain, un bourguignon, un pur souche, élu de Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, depuis 2014. Et puis vous êtes aussi un intellectuel, diplômé de Sciences Po, historien, d'où votre production littéraire. Vous êtes en effet l'auteur de plusieurs ouvrages, par exemple sur l'abbaye de Tournus et le vin, ou sur l'histoire du loup en Bourgogne. Voilà pour la littérature et le terroir, mais lors de cette émission, il sera d'abord question de politique, car si vous avez été victime de la vague En Marche aux législatives de juin dernier, vous avez été ensuite le porte-parole de Laurent Wauquiez dans la campagne pour la présidence des Républicains et vous êtes depuis l'un des porte-parole nationales pour le parti. Vous serez interrogé dans cette émission de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix. Bonjour. Par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Damien Le Boulanger pour RCF. Bonjour. Alors avant de lancer cette émission, une question. Vous êtes donc un jeune cadre comme Laurent Wauquiez et comme le président de la République. Alors est-ce un hasard ou est-ce qu'il se passerait quelque chose de niveau générationnel dans le monde politique français ? Il est bien certain que les conditions d'élection d'Emmanuel Macron l'année dernière ont rebattu un certain nombre de cartes et que de grandes formations politiques comme les Républicains ont aussi la vocation d'assurer un certain renouvellement de génération. Ça ne veut pas dire qu'on pratique le dégagisme, parce que c'est quelque chose qui nous est étranger, mais ça veut dire aussi, et c'était la responsabilité de Laurent Wauquiez, qu'il s'agissait aussi de confier des responsabilités nationales à une nouvelle génération qui n'en avait pas forcément encore exercé. Et c'est dans ce cadre-là que j'arrive dans cette fonction qui est la mienne aujourd'hui, avec d'autres, pour assurer aussi un visage nouveau. Ça ne veut pas dire que les idées sont bonnes à jeter à la poubelle et qu'elles aient même perdu à l'élection présidentielle. On sait très bien que les conditions de l'élection ne se sont pas jouées sur les idées et le corpus philosophique, mais il nous semblait en tout cas intéressant, et Laurent Wauquiez en a pris le pari, de pouvoir renouveler pour offrir un nouveau logiciel à la droite républicaine française. Très bien, alors une première question pour démarrer cette émission de Laurent de Boissieu pour La Croix. L'UMP, devenu les Républicains, avait pour vocation d'être le grand parti majoritaire de droite, du centre-droit orléaniste libéral à la droite autoritaire bonapartiste. Est-ce que cette ambition, aujourd'hui, n'est-elle pas caduque avec Laurent Wauquiez ? Est-ce que les Républicains ne sont pas rétrécis autour d'une seule de ces tendances ? Non, je pense que l'ambition demeure. Alors après, le rassemblement, vous savez très bien qu'il faut être deux pour le faire. Il faut celui qui le propose et celui qui l'accepte. Laurent Wauquiez est très clairement sur une ligne de rassemblement. Il en a fait montre pendant sa campagne interne. Nous allons élire comme président du Conseil national dans quelques jours Jean Leonetti, qui est une grande figure du centrisme et du radicalisme. Et on ne peut pas faire le procès à Laurent Wauquiez, même si je l'entends souvent, de dire qu'il veut se rétrécir sur une seule ligne idéologique. Ça n'est pas le cas, mais je le dis bien. Il faut pour ça que tout le monde l'accepte aussi. De fait, on voit les démissions qui sont un peu égrenées au fil du temps. Dernière en date, Dominique Bussereau qui est parti des Républicains. On a Alain Juppé qui dit qu'il ne va pas renouveler sa cotisation. Il y a quand même un rétrécissement vers ce qu'on appelait autrefois la droite décomplexée. Alors, est-ce qu'il faut appeler rétrécissement le jeu qui est en train de se produire, qui me semble-t-il est un jeu assez naturel, avec une nouvelle présidence, une nouvelle direction au sein des Républicains, de personnes qui finalement se sentent plus ou moins en phase avec elle, certaines prenant du champ, les uns comme Xavier Bertrand quittant le parti, même si nous l'avons regretté, nous en avons pris acte, d'autres se mettant en retrait, vous avez cité M. Bussereau et M. Juppé, et puis d'autres aussi faisant le chemin inverse, c'est-à-dire revenant. Il y a des mouvements en ce moment républicains, les adhésions sont plutôt en train de se renforcer, on fera la somme dans 6 mois, c'est encore trop tôt de dire si les choses joueront, mais je demande simplement qu'on nous laisse un tout petit peu de temps pour juger si nous aurons plus perdu que gagné ou l'inverse. En tout cas, c'est la dynamique que nous voulons créer, parce que la politique, c'est aussi du mouvement, ce n'est pas quelque chose de gelé, et il faut se placer dans cette perspective-là, c'est ce que nous essayons de faire en tout cas. Une question de Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Dans quelle mesure pensez-vous reconquérir des personnes qui ont voté, qui auraient pu voter pour vous et qui ont voté Emmanuel Macron ? Vraisemblablement, il y a une partie de votre électorat très importante qui a voté pour ce qui aujourd'hui est un adversaire politique. C'est très juste. Alors comment faites-vous ? Écoutez, par un langage de vérité, on peut considérer que le langage d'Emmanuel Macron n'est pas toujours l'exact reflet de l'action d'Emmanuel Macron. On est dans une période qui est encore une période d'état de grâce. On voit bien que les Français font confiance au président, ou du moins attendent
de savoir s'il va tenir ses engagements. Je pense que la réalité donnera tort au président sur un certain nombre de points. Et le rôle d'une opposition démocratique comme la nôtre, c'est justement de souligner ce qui nous paraît être un écart important entre les intentions manifestées devant les caméras et la réalité de la politique qui est conduite. Ça prend du temps. C'est pas forcément aussi brillant que l'action médiatique d'un président de la République, mais ça nécessite en tout cas que nous existions et que ce travail, nous le fassions, et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. C'est-à-dire que pour l'instant, les critiques sont peu efficaces. On le voit. Je ne sais pas s'il faut parler d'état de grâce, parce que maintenant le temps est un peu passé. Mais enfin, on a du mal à attaquer Emmanuel Macron sur sa politique. Donc vous savez, ça porte peu pour l'instant. Moi, j'ai été, vous avez cité mes fonctions municipales à Châlons. En réalité, j'ai été élu pour la première fois à Châlons en 2008. Je siégeais à la tête de l'opposition municipale. Pendant 6 ans, il s'est agi pour nous de reconquérir, alors que nous avions perdu au premier tour en 2008. On a fait ce travail. Les 2 premières années, on a été complètement inaudible. Pourquoi ? Parce qu'il y a un a priori favorable pour le nouveau pouvoir, quel qu'il soit. Mais on a fait notre travail, on a planté des jalons, et 6 ans plus tard, ça n'a visiblement pas si mal fonctionné que ça, parce qu'on a gagné l'élection au premier tour. Donc notre travail aujourd'hui, le boulot des Républicains, c'est véritablement de dire que oui, il y a des déclarations, oui, ça brille, oui, mais il y a aussi une politique qui ne reflète pas, et pour répondre à votre question, il y a effectivement des points sur lesquels on voit bien qu'il y a un grand écart entre le discours et les actes. L'immigration, par exemple. Emmanuel Macron, sortant des Restaurants du Cœur, croise une ressortissante marocaine qui est en situation irrégulière. Opportunément, une caméra est là, et il lui dit « Mais madame, vous n'êtes pas en danger au Maroc, vous devez donc retourner au Maroc ». Tout le monde applaudit. Mon Dieu, c'est un discours que même la droite n'osait plus tenir. C'est le plus grand président de droite qu'on ait jamais eu. Au même moment, au Parlement, était discuté le projet de loi de finances qui porte l'effort de l'aide médicale d'État, qui est donc l'aide qui va en direction des clandestins, à une hauteur jamais atteinte dans ce pays, 923 millions d'euros, c'est 108 millions d'euros de plus que l'année dernière. Donc on voit bien que d'un côté, vous avez un président qui est très fort pour faire du buzz, notamment sur les sujets de droite, parce qu'on sait bien que son but, c'est de nous gêner et d'essayer de favoriser l'éclatement de notre famille politique. C'est le dernier adversaire, un véritable républicain qui lui reste. Et de l'autre, un président qui, au contraire, prend des mesures qui ne sont pas du tout à l'aune de celles qu'il déclare. Donc notre travail, même s'il est compliqué, j'en conviens aisément, notre travail, c'est précisément de planter ces jalons en disant, qu'on soit entendu ou pas dans un premier temps, l'important, c'est de dire aux Français l'analyse que nous avons. Évidemment, il vaut mieux être entendu que ne pas être entendu. Mais c'est notre devoir républicain et démocratique que de faire cette analyse et de la proposer aux Français. Donc c'est un investissement et vous serez entendu plus tard, vous l'espérez. Une question de Damien Le Boulanger pour RCF. Dans la suite de ce que vous venez de dire, M. Platré, est-ce que la remise en route des Républicains, si l'on peut dire, passe donc que sur les idées et montrer que les Républicains sont forment l'opposition principale au gouvernement, ou est-ce que ça passe aussi par l'organigramme, par les personnes qui représentent ce parti, et entre autres, tout à l'heure vous citiez l'installation du Conseil national, est-ce que ça doit aussi passer par ces figures qui montrent la diversité que vous revendiquez au sein des Républicains? Oui, incontestablement. Le plan des idées est fondamental. C'est le rôle de l'opposition que de les faire valoir. On a de grands débats, on parlera peut-être de bioéthique tout à l'heure. On a de grands débats qui s'engagent, donc nous avons aussi des positions. D'abord, faire valoir le débat au sein des Républicains, et ensuite le faire valoir aux yeux des Français. Donc la diversité, elle ne se décrète pas uniquement sur les visages. C'est bien, et c'était une nécessité, je l'ai dit tout à l'heure, de renouveler un petit peu et de faire accéder en tout cas à une génération qui est la mienne aux responsabilités nationales. Mais ce qui sera encore mieux, c'est que chacun trouve sa place dans cette famille et que donc on soit en capacité, nous, d'organiser des débats. L'un des grands débats qui va commencer, ça sera le débat sur l'Europe, parce qu'on nous attend au tournant sur cette question. Tout le monde nous dit que c'est un crash test pour les Républicains, qu'on n'en survivra pas. Nous, on fait le pari que le débat permettra de définir une politique que nous proposons dans le rassemblement. Donc ça se joue sur les idées et sur les personnes en même temps. Une question de Laurent Boissieu pour la Croix. On l'a dit tout à l'heure, vous avez une partie des électeurs qui sont partis chez La République En Marche, mais vous avez aussi une partie des électeurs qui sont partis au Front National. Comment, est-ce que ce n'est pas votre dilemme? Comment recoller ces deux bouts que vous avez perdus et finalement qui fait que pour reconquérir le pouvoir, il faut arriver à une majorité, et on ne voit pas trop aujourd'hui les Républicains sans alliance ou sans regagner sur la droite ou sur la gauche pourraient aujourd'hui redevenir majoritaires. Vous savez, je crois très sincèrement que s'il y a une leçon à tirer de la présidentielle, c'est que les alliances partisanes négociées sur des coins de table dans les états-majors parisiens, ça ne marche pas et ça ne trompe personne. Donc je redis peut-être pour la 427e fois depuis 6 mois, avec d'autres, qu'il n'y aura aucune alliance avec l'extrême droite parce qu'elle n'est pas notre philosophie politique, qu'elle pratique des thèmes
qui, même si vous pouvez trouver quelques mots qui vont se rapprocher avec les nôtres, ne sont pas d'une même inspiration. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de Même fondamental. localement, aucune alliance avec le FN? Pas plus localement que nationalement. Ça serait suicidaire sur le plan politique et surtout, je le dis bien, c'est pas ainsi qu'on va ramener des électeurs. Les électeurs votent pour vous si vous leur parlez, si ils sont en capacité de considérer que votre analyse est conforme à la réalité qu'ils vivent. Donc notre premier devoir, c'est en fait de coller à la réalité du terrain. Vous avez rappelé tout à l'heure que c'est un élu local qui est devant vous aujourd'hui. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. À quoi serviraient des discours théoriques s'ils ne correspondaient pas à la réalité que vivent nos concitoyens? Et c'est ça le chemin que nous devons emprunter Est-ce pour qu'il demain. pourrait y avoir d'alliance locale avec la République En Marche, Laurent de Boissieu. notamment dans une municipalité? Vous savez, moi j'ai cette faveur d'avoir été cette semaine blacklisté par un député qui, ex-cathedra, est venu dire à la presse qu'il allait lui-même nouer des alliances localement dans ma commune, mais que surtout, il ne le ferait pas avec Gilles Platret. Je pense que c'est un débat qui est complètement illusoire aujourd'hui. On est à 2 ans des municipales. Il va se passer encore énormément de choses. C'est vrai que la République En Marche, pour le moment, elle est un peu... comme le Christ, elle marche sur l'eau. Sauf que lui, il est arrivé jusqu'à la rive, alors qu'elle, elle commence déjà d'avoir de l'eau aux chevilles. Je pense que c'est très simple. On est dans une illusion que tout est possible pour En Marche. La réalité, parce qu'elle est sévère, elle l'a été avec nous tous, elle le sera aussi avec En Marche, rappellera tout le monde à un peu plus d'objectivité. Et je pense que ces façons de dire « nous donnons une investiture, nous allons nouer une alliance avec tel ou tel », en tout cas vu d'En Marche, c'est quelque chose qui est complètement surfait aujourd'hui. Une question de Damien Le Boulanger pour RCF. Vous mettez en avant votre présence sur le terrain, en province, à Chalon-sur-Saône. Justement, est-ce que vous reprenez l'expression de Laurent Wauquiez concernant Emmanuel Macron comme ayant la haine de la province? Et si oui, pourquoi? Il va falloir que Emmanuel Macron nous ôte un gros doute sur sa capacité à comprendre ce qui se passe sur le terrain. Nous avons le sentiment, et ça n'est hélas pas ses représentants locaux, en tout cas ceux de l'Assemblée nationale, qui peuvent nous prouver le contraire, qu'on est très loin des réalités de ce que vivent nos concitoyens. Le parti Les Républicains, c'est un parti qui est appuyé sur un réseau d'élus locaux. C'est sans doute le plus grand réseau aujourd'hui d'élus locaux qui existe en France. Ça n'est pas rien. Donc nous avons le sentiment qu'un grand nombre d'axes de la politique d'Emmanuel Macron ne tiennent pas compte des réalités du terrain. Donc notre travail à nous, c'est de faire remonter ces réalités. Et justement, vous avez rappelé mon statut d'élu local, et j'en suis très fier. La loi ne permet plus aujourd'hui de cumuler une fonction nationale et une fonction locale. Et c'est aussi pour ça que Laurent Wauquiez souhaite que dans l'organigramme des Républicains, il n'y ait pas que des députés ou des sénateurs. Bien évidemment, ils sont nécessaires parce que leur rôle est absolument indispensable, mais qu'il y ait aussi des élus locaux, parce que la réalité du terrain, il faut la faire remonter. Donc le sentiment de dédain que nous avons parfois lorsque nous entendons M. Macron parler à la province ou de la province, nous le manifestons et nous le dénonçons quand c'est nécessaire. Un exemple très clair, il va à Calais l'autre jour et il dénonce ces déclarations faites depuis Paris. C'est un peu démago et un peu trop de sa part quand on sait que précisément il est lui-même un produit de la pure technostructure parisienne. Et est-ce que ce n'est pas tout de même un peu surjoué, cette espèce d'opposition entre les élus de terrain et le pouvoir central? On l'a vu au moment de l'Association des maires de France qui a tenu son congrès en décembre, où ils se sont agités en disant on remet en cause la décentralisation. Et puis finalement, tout s'est un petit peu calmé quand même. Alors, je peux vous dire que ce n'est pas calmé du tout. Alors moi, j'étais effectivement à ce congrès. On a participé avec un grand nombre. On a d'ailleurs un prochain comité directeur de l'Association des maires de France qui va revenir sur cette question. Il y a peut-être moins aujourd'hui de surface médiatique consacrée à la peur des élus locaux, mais je peux vous dire qu'elle est toujours aussi présente. Oui, il y a une recentralisation. Les règles qui sont imposées, pas simplement la suppression de la taxe d'habitation, qui pose déjà un problème énorme sur le financement des services publics locaux et l'autonomie des collectivités à pouvoir elle-même assurer le financement de ces services. Mais d'autres jeux, la règle d'or en matière de finances publiques locales va être un moyen de tutélisation par l'autorité préfectorale des budgets des communes. Ça ne se voit pas, c'est très technique, mais je peux vous dire que les élus locaux, eux, ils le voient très bien sur le terrain. Perte d'autonomie. Oui, mais bien entendu. Et on avait d'ailleurs dénoncé avec l'Association des maires de France le fait que la suppression de la taxe d'habitation contrevenait à la Constitution française qui doit garantir l'autonomie des collectivités
collectivité territoriale. Nous ne demandons pas une autonomie indépendantiste, mais nous demandons simplement que soit assuré aux collectivités qui assurent un rôle premier de proximité sociale sur le terrain, les moyens de pouvoir mener les politiques qu'elles ont à mener. Je rappelle que le majeur problème d'endettement dans ce pays ne tient pas aux collectivités territoriales, c'est d'abord l'endettement de l'État, et on voit bien que c'est d'abord aux collectivités que l'État demande des efforts, ce qui nous paraît complètement aberrant. Très bien, nous marquons une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens, et nous nous retrouvons dans un court instant. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec notre invité qui est Gilles Platré, porte-parole des Républicains et maire de Chalon-sur-Saône. Il est interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Damien Le Boulanger pour RCF. Dans cette deuxième partie, une question de Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Je voulais parler des menus de substitution dans les cantines, puisque vous aviez pris une initiative dans ce domaine pour les supprimer au nom de la laïcité et au nom du fait que les enfants ne devaient pas être discriminés en fonction de leur religion. Et puis, la justice vous a donné tort. Je voudrais savoir ce que vous pensez aujourd'hui de l'initiative qui est peut-être comparable, prise par le maire de Beaucaire, le maire FN de Beaucaire, qui récemment, début janvier, est allé apparemment dans le même sens. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous le soutenez? Alors, il faut peut-être d'abord, et c'est à lui de répondre, définir quelles sont les intentions de ce maire. Moi, je vais en 2 mots vous résumer ce qui m'avait amené à prendre cette décision, qui fait aujourd'hui l'objet d'un appel devant la Cour administrative d'appel de Lyon. J'avais refusé de continuer le fichage des familles, puisque pour mettre en place un système de plats de substitution, si vous n'avez pas les moyens financiers de mettre en place un self, notamment pour les enfants de maternelle et de primaire, il faut donc que vous ayez la connaissance nominative des enfants qui sont concernés par le plat de substitution. Donc ce qu'on faisait au printemps, c'est pour ça que c'est arrivé au mois de mars, cette affaire, 2015, c'était le premier mois de mars après mon élection en 2014, on envoyait aux familles un questionnaire dans lequel elles cochaient menu avec ou sans porc. Et finalement, on arrivait à un fichage religieux des familles, puisque vous aviez la connaissance précise des familles qui pratiquaient un interdit alimentaire. Nous, on a dit, et j'avais réuni, avant d'annoncer cette décision, les représentants des salles de prière musulmanes et le représentant de la communauté juive de ma ville, qu'il n'était pas possible de continuer un pareil fichage. Outre que, dans l'organisation spatiale, quand vous avez 2000 repas à servir tous les jours, vous aviez un regroupement qui s'opérait entre des enfants qui mangeaient la même chose pour les besoins du service. Ce n'était pas du tout une volonté de les parquer, mais ça se faisait naturellement pour les besoins du service. Donc si c'est ça le vivre ensemble, c'est carrément une conception opposée du vivre ensemble. Je ne suis pas certain, mais je ne veux pas lui faire un procès d'intention, que les motivations du maire que vous venez de citer sont exactement celles-ci. Pour moi, la laïcité, elle est protectrice de la croyance, mais surtout, elle assure la neutralité du fonctionnement d'un service public. Et nous sommes en appel, pourquoi ? Parce que le juge nous dit, finalement, vous ne nous avez pas prouvé, il reconnaît que le fichage pose un vrai problème de droit, mais il nous dit, finalement, vous n'avez pas forcément étudié d'autres solutions pour remplacer le fichage, notamment l'anonymisation des familles concernées. Moi, je ne sais pas comment on rend anonyme un fichage pour organiser un service public avec des enfants qui sont des êtres vivants que vous devez identifier à un moment donné. Donc nous, ce qu'on fait aujourd'hui, et on verra si la justice en appelle, et peut-être au Conseil d'État, parce que je sens bien que nos adversaires sont prêts à aller jusque-là, et nous irons si c'est nécessaire, nous aussi, nous recevons tous les enfants. Je dois dire que nous n'avons perdu aucun enfant. Et lorsqu'il ne mange pas d'un plat, on veille à ce qu'il soit fourni en abondance avec les autres plats qui sont au menu, mais on ne fait pas un menu discriminant pour lui. Donc on le traite sur un pied d'égalité, quelle que soit sa motivation pour refuser un plat, que ce soit religieuse, par goût alimentaire ou pour d'autres considérations. Une question de Laurent de Boissieu pour La Croix. Concrètement, je reste sur cette question-là parce qu'elle est sensible pour certaines personnes. Bien sûr. Vous récusez, parce que pour reprendre la question portée sur le maire de Beaucaire, l'idée de faire certains jours un menu avec porc obligatoire pour tout le monde. Ce n'est pas du tout votre point de vue, si j'ai bien compris. Non, mais nous, vous acceptez l'idée de proposer une place de substitution aux personnes qui ne mangent pas de porc. Non. C'est juste les modalités pour y arriver qui vous posent problème. Les choses ne se passent pas comme ça. Il n'y a pas de plat de remplacement les jours où il y a du porc. Je dois dire que sur 150 menus que nous servons dans l'année, le porc arrive une petite vingtaine de fois. Donc il faut aussi ramener, et parfois c'est une tranche de saucisson. Donc on ne fait pas un menu 100% porc. Enfin, ça n'aurait aucun sens. Simplement, les jours où du porc est servi au menu, nous veillons à ce que les enfants soient servis en abondance des autres plats. Mais il n'y a pas de plat de remplacement
pour cela. C'est ça, parce que si vous voulez aboutir à ce système, alors vous êtes obligé de ficher les familles. Et ça, nous le refusons. En abondance, ça veut dire que vous proposez quand même autre chose. Non, mais ce qui se trouve au menu. Mais il est hors de question qu'un enfant sorte en C'est ayant la double faim de ration de table. frites de Nicolas Sarkozy. Pardon ? C'est la double ration de frites de C'est ce Nicolas que Sarkozy. Nicolas Sarkozy avait résumé ainsi. C'est une formule qui avait fait un peu polémique. Mais dans la réalité, je peux le dire, indépendamment de la polémique, alors qui peut-être tombait à point nommé, j'ai participé à cette campagne des primaires. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy était un de ceux, ils ne l'ont pas tous fait, mais qui, dans ma famille politique, m'ont soutenu dès que j'avais pris ces décisions en mars. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que ça se passe bien pour une simple et bonne raison. C'est qu'aujourd'hui, les progrès d'une certaine rigueur, je vais l'appeler comme ça, dans la pratique de l'islam, amènent en réalité les familles à demander à leurs enfants, non pas simplement de ne plus manger du porc, mais de ne plus manger aucune viande parce qu'il n'y a pas de viande halal dans nos menus. Donc en réalité, cette question du porc, elle était déjà devenue subsidiaire parce que les enfants musulmans, je ne dis pas à 100%, mais je dis simplement qu'ils sont plus aujourd'hui de la moitié à pratiquer ainsi, refusent de manger toute viande. Donc qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas un plat substitution quand on a du steak, on n'en a jamais eu. Donc dans les faits, quand il y avait du steak ou d'autres viandes qui ne sont pas halal parce que nous refusons, et ça d'ailleurs ça serait contraire à la loi de 1905. Sans que vous le sachiez. Pardon ? Parfois, elles le sont sans que vous le sachiez. Certaines communes savent très bien qu'elles en achètent sans le dire. C'est plutôt comme ça que les choses se passent. Mais elle contrevient cette pratique frontalement à la loi de 1905 parce qu'en réalité, lorsque vous achetez des produits halal, vous payez une dîme qui va à l'entretien des lieux de culte musulmans. Donc, vous êtes en fait un financeur indirect des lieux de culte, ce qui est complètement prohibé par la loi de 1905. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que on a rationalisé une pratique et surtout, on a aboli le fichage. Mais dans les faits, aujourd'hui, vous avez plus de la moitié, en tout cas c'est vrai dans ma commune, plus de la moitié des enfants qui pratiquent, et c'est très bien, je n'ai pas de problème par rapport à ça, qui pratiquent leur foi de jeunes musulmans, qui ne mangent plus aucune viande. Donc dans les faits, il y avait déjà le système de redonner plus des autres plats pour que ces enfants sortent de cantine sans avoir faim. Alors, on va sortir des cantines scolaires avec une question de Damien Le Boulanger. Mais on va rester sur la laïcité plus largement pour savoir, est-ce que vous avez ce sentiment, vous aussi, d'une radicalisation sur la question de la laïcité, qu'elle soit du côté des pro-laïcs et que ceux qui s'opposent en essayant de mettre en avant leur particularité confessionnelle. Vous savez, vous citez là un extrait apocryphe, parce qu'il n'a jamais été publié, des propos rapportés par de la rencontre, en tout cas des propos du président de la République face aux représentants des cultes de France il y a quelques jours. C'était au mois de décembre. Moi, j'ai été surpris, et je pense que beaucoup de Français ont été choqués, qu'on accole au mot laïcité le mot de radicalisation. Parce que, très honnêtement, depuis 2015, quand on emploie le mot de radicalisation, ce n'est pas franchement à l'adresse des partisans de la laïcité qu'on l'emploie, c'est plutôt à l'adresse de ceux qui pratiquent une foi qui peut aller jusqu'au meurtre. Donc ça a été un propos choquant, incontestablement. Peut-être était-il destiné à flatter son auditoire, c'est possible, mais je pense que ce n'est pas la meilleure manière d'avoir des relations apaisées avec les cultes que de dénoncer une certaine conception de la laïcité. Il faut plutôt expliquer quelle est la sienne, et ça on l'attend encore, plutôt que de dénoncer ceux qui la défendent. Mais au-delà des mots, sur le fond, pensez-vous que ces dernières années, ces derniers mois, il y a une tension plus grande sur cette question de la laïcité, où est la limite, de comment on se positionne? L'exemple dont on parlait tout à l'heure autour des cantines en est un, une tension autour de cette question de la laïcité qui s'entend après la mise en place. Alors, que vous parliez d'une intensification du débat, oui, d'une radicalisation de la laïcité, là je ne suis pas d'accord. Je vais reprendre 2 secondes ma casquette d'historien. Vous avez voulu faire référence aux quelques ouvrages que j'ai produits sur le sujet. En 1905, lorsque le législateur vote la grande loi qui va devenir celle du 9 décembre, il a en tête, alors on dit aujourd'hui c'était une loi de compromis pour faire plaisir à tout le monde. Je voudrais juste qu'on se replace dans le contexte de l'époque. C'était une loi de lutte contre une fraction de l'Église catholique et des pratiquants, et notamment du personnel politique, qui revendiquaient de prendre ces instructions à Rome. Bon, donc à un moment donné, la République a dit, ça c'est pas possible, alors on ne disait pas ça comme ça à l'époque, mais c'est du séparatisme, nous on veut qu'il y ait une neutralité, sinon on va dissocier la société en deux.
Les choses se sont apaisées, ça a fallu du temps. Rappelez-vous les inventaires, ça a été très dur, même si Clémenceau est arrivé comme ministre de l'Intérieur pour essayer de calmer le jeu en disant qu'un chandelier ne valait pas une vie, très bien, mais ça a été très dur. Il a fallu attendre la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres et surtout la Deuxième Guerre mondiale pour que les chrétiens deviennent majoritairement favorables à la laïcité. Je vais vous donner un exemple. J'inaugurais il y a quelques années une petite église romane, nous en comptons beaucoup en Bourgogne, qui avait été rénovée par des fonds publics. Le vicaire épiscopal d'Autun, fameux diocèse français, un des plus anciens, s'écrit lors de son intervention « sainte séparation de l'Église et de l'État ». C'était quand même assez étonnant, mais il voulait dire par là qu'on avait trouvé un modus vivendi qui finalement convenait à tout le monde et qui permettait en particulier l'entretien et la rénovation de ces lieux de culte anciens qui font partie du patrimoine français. Pourquoi est-ce que le débat revient aujourd'hui ? Parce qu'une autre religion grandit dans notre pays, qui, elle, n'a pas fait ce que l'Église catholique a fait parfois depuis longtemps, parce qu'en réalité, 1905, c'était déjà une façon d'arrêter une fraction seulement de l'électorat catholique. L'autre avait déjà accepté le principe, j'allais dire moral et presque spirituel, de la séparation. Mais il y a dans l'islam une confusion qui est faite régulièrement et qui est pratiquement consubstantielle au texte de l'islam, et ce n'est pas un jugement de valeur en disant ça, j'essaye de faire un constat objectif qui ne sépare pas le public du privé. Donc le débat sur la laïcité revient parce que l'islam prend de l'importance dans notre pays, ne serait-ce que parce que ceux qui le pratiquent sont plus nombreux à être rentrés sur le pays, peut-être aussi qu'il se développe dans notre pays. Aujourd'hui, il conquiert, je dis ça encore une fois sans avoir un esprit de mauvaise part, mais objectivement, il conquiert, pardonnez-moi, je le dis aux chrétiens ici rassemblés, des parts de marché que peut-être l'Église n'a pas conquis depuis longtemps ou a perdu. Donc ce débat se repose parce que l'islam lui-même ne fait pas cette séparation. Donc oui, nous reparlons de la loi de 1905, nous réaffirmons ces principes parce qu'il faut que l'islam accepte cette révolution que les catholiques français ont acceptée, qu'il y a un espace qui est un espace public, qui doit être un espace de neutralité où la loi de la République prime sur toute autre considération. Quel est le rôle Laurent de Boissieu de l'État? Quel êtes-vous politique? Qu'est-ce que est votre rôle dans cette acceptation que vous mettez en avant de l'islam? Est-ce que l'État doit prendre les choses en main ou est-ce que c'est aux Français de confession musulmane qui doivent s'auto-organiser? Alors, c'est un débat qui est en cours. Je ne vous présenterai pas forcément ici la résolution qu'auraient prise les Républicains sur ce sujet. Je vais vous donner simplement un sentiment qui est un sentiment personnel. Je pense qu'il faut faire très attention parce que ça n'est pas à l'État de régenter la religion. L'État doit poser des bornes. Il doit dire, vous pouvez aller jusque-là, mais pas au-delà. Je vais citer tous les textes, mais vous voyez à quel texte je fais référence, c'est Job en l'occurrence. Mais il faut borner l'exercice de la religion. La grande tolérance de la République française, et même la liberté qu'elle a reconnue, ça va au-delà de la tolérance, parce que ce qu'on peut tolérer, on peut aussi ne pas le tolérer, disaient certains au XVIIIe. La grande liberté reconnue à l'être humain en France, c'est de pratiquer la religion qu'il entend et à laquelle il aspire. Il n'y a aucun sujet par rapport à ça. Donc notre rôle par rapport, parce que c'est aujourd'hui le problème que pose un certain islam, c'est de rappeler qu'il y a des règles dans la République française et que donc on doit borner l'exercice de la religion dans certains espaces. C'est Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui a débloqué, qui a pu créer le CFCM, qui bloquait certains points depuis Chevènement, notamment la question de l'apostasie, et qui a accepté de créer le CFCM sans demander, parmi les bornes, l'acceptation de l'apostasie, c'est le changement de religion. Donc vous avez été les premiers à droite à accepter des choses au-delà de certaines bornes qui sont les bornes pourtant de la République. Je suis entièrement d'accord avec vous que ce débat, il est posé, y compris dans la famille ou la philosophie politique qui est la nôtre aujourd'hui. Je dis simplement qu'il n'a jamais été porteur de beaux fruits, ce geste de l'État lorsqu'il entendait lui-même régenter les religions. Qu'il favorise le dialogue, c'est évident, et le Conseil représentatif avait aussi cette vocation. On voit bien que cette structure, elle a du mal à fonctionner aujourd'hui. Elle est déchirée entre les différents courants de l'islam. La vérité, c'est que nous avons un vrai problème, c'est les influences étrangères dans la pratique de l'islam en France. Et là, pour le coup, la République peut avoir à en connaître, parce qu'elle ne peut pas accepter que sur son sol, des puissances extérieures manipulent une partie de la population en les subventionnant et peut-être même en leur donnant d'autres instructions que financières, parce que ça, c'est du séparatisme. Et ce n'est pas acceptable, à mon sens, dans la République française. Mais en tout cas, il faut être très prudent, parce que chaque fois que l'État s'est emmêlé de réguler les religions, ça a souvent fini par des erreurs, voire des catastrophes. Très bien, alors Gilles Platré, l'actualité de la semaine est abondante, et notamment démarre cette semaine les États généraux de la bioéthique. Est-ce que, autre sujet lourd de fond, est-ce que sur ce sujet-là, les Républicains vont prendre position ? Alors,
Oui, nous avons vocation évidemment à nous inscrire dans ce débat. Je voudrais juste, si vous le permettez, peut-être apporter une précision. On chante les louanges d'Emmanuel Macron de lancer un grand débat national sur le sujet. C'est heureux, un grand débat national est toujours bienvenu. Je voudrais juste rappeler qu'il était inscrit comme une obligation dans la loi de bioéthique de 2011. Donc ce n'est pas Emmanuel Macron qui décide d'organiser des états généraux. Même l'expression est dans la loi de 2011. Au bout de 7 ans, on reformule, on réfléchit, parce que des avancées technologiques de biomédecine en particulier, ont pu changer la donne, et donc on y réfléchit. Donc on est juste dans un contexte qui était prévu par le législateur de 2011. Oui, nous avons vocation à nous inscrire dans ce débat. Ce sont des débats essentiellement moraux. La conception morale que vous avez de l'humanité vous amène à répondre à telle ou telle question d'une façon ou d'une autre. Donc je n'exclus pas que dans notre famille politique, j'en suis même certain, les positions soient diverses, comme on les trouvera d'ailleurs dans d'autres familles politiques. Mais nous avons vocation à nous emparer de ce débat, d'abord parce que la loi nous y amène et parce que c'est un débat éminent sur la conception que nous nous faisons ensemble de la société de demain. Une question de Damien Le Boulanger pour RCF. Et justement, un des sujets qui s'est invité dans ces états généraux, c'est la question de la GPA. Le président du Conseil national d'éthique s'est exprimé ce jeudi matin sur une radio nationale en disant « c'est un sujet qui est mûr pour débattre, pour être débattu ». Est-ce que vous partagez ce point de vue, même s'il a précisé derrière, ça ne sera pas à l'occasion des États généraux que le Conseil prendra une décision tranchée sur la question? Gilles Platré. Oui, moi j'entends non seulement le président que vous citez, mais d'autres interlocuteurs éminents qui aujourd'hui, dans une opération qui me semble assez concertée, font monter le niveau sonore sur ce sujet de la GPA. Je rappelle que l'intention du président de la République, telle que j'ai cru la décrypter, parfois son discours est un peu obscur, mais j'ai cru comprendre qu'il était favorable à l'extension de la PMA et qu'il ne souhaitait pas forcément aller jusqu'à la GPA. Nous sommes aujourd'hui fermement opposés à la GPA, que les choses soient bien claires. C'est une marchandisation, parce qu'on ne pourra pas trouver d'autres mots pour la décrire, non seulement du corps de la femme qui va porter cet enfant pour d'autres, mais surtout, parce que j'entends souvent parler de ces femmes, et on a bien raison d'en parler, mais on exclut l'enfant lui-même, qui devient un objet de consommation. Donc il faut... Alors, autant je suis très rond sur la considération qu'on doit avoir pour les enfants qui sont nés à l'étranger de la GPA et qui ont toute leur place dans la République française. Donc il faut les reconnaître dans l'état civil. Dans l'intérêt de l'enfant. Mais dans l'intérêt de l'enfant. Vous voyez, je ne veux pas aujourd'hui qu'on dise... Mais vous validez la pratique à l'étranger. Après, je vais préciser ma pensée, parce que vous voyez bien que ce sujet est un sujet à tiroir, en réalité. Oui, nous ne pouvons pas laisser ces enfants en dehors du droit. Bon. Simplement, l'un des droits fondamentaux de l'enfant, c'est aussi de connaître ses parents biologiques. Ça, ce sont les textes internationaux. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout pratiqué. Lorsque vous donnez votre sperme en France, le don est anonyme. Or, pourtant, la France est signataire d'une convention des Nations Unies de 1999 sur les droits de l'enfant. On vient d'ailleurs de me l'opposer dans la question des cantines scolaires. Vous comprenez, je la connais très bien, cette convention, qui dit que l'anonymat n'est pas possible parce que l'enfant doit pouvoir connaître. Donc on voit bien que même sur ce sujet-là, qui est un sujet qui semble acquis en France, on a un débat à avoir. Est-ce qu'un enfant qui naît d'une façon différente de la majorité des enfants, n'aurait pas le même droit à connaître qui est son père et qui est sa mère. La question... Le géniteur, c'est son père et sa mère, vous dites. C'est-à-dire que sur le père et la mère, vous mettez biologiquement, ça une question biologique et pas seulement au-delà. Le père et la mère, c'est pas seulement la biologie, c'est pas seulement la personne. C'est pareil pour une adoption plénière. C'est exactement la même question. Le père et la mère, c'est la personne qui a élevé l'enfant, qui l'a aimé. C'est pas la personne qui, à un moment, a amené une gamète femelle ou mâle. Oui, sauf que quand vous interrogez les enfants, je suis entièrement d'accord avec vous, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut retirer ce sentiment de paternité et de maternité à des femmes et des hommes qui élèvent l'enfant, qui vont lui donner l'amour, qui va lui permettre de grandir et de devenir un adulte. La question qui se pose, et la question qui se pose à ces enfants, c'est qu'à un moment donné dans leur vie, lorsqu'ils ont connaissance des conditions de leur conception, se pose pour eux, et là je vous renvoie à quelques enquêtes d'opinion qui ont pu être menées, se pose pour eux la question de savoir qui est leur père et leur mère biologique. C'est un sentiment bien naturel, et c'est pour ça qu'il faut autant que possible le garantir. Mais la loi française aujourd'hui ne le garantit pas.
Voilà. Donc ça, c'est une vraie question aussi dans le débat sur la bioéthique. Très bien, nous allons marquer une seconde pause dans cette édition de Face aux chrétiens et nous nous retrouvons dans un court instant avec Gilles Platré, porte-parole des Républicains. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette émission de Face aux chrétiens avec notre invité qui est Gilles Platré, porte-parole des Républicains et maire de Chalon-sur-Saône. Il est interrogé dans cette émission par Laurent de Boissieu pour La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Damien Le Boulanger pour RCF. C'est Damien Le Boulanger qui pose la première question dans cette troisième partie. Et on va s'arrêter juste quelques secondes sur le dossier Notre-Dame-des-Landes. Le gouvernement a annoncé le retrait de construire un nouvel aéroport. Les Républicains, comme beaucoup d'autres partis, se sont fortement exprimés en dénonçant un déni de démocratie, en disant qu'Emmanuel Macron se reniait par rapport à ses paroles, et l'État aussi. Concrètement, est-ce qu'il n'y a pas néanmoins un point positif à voir dans cette décision, celle de mettre fin à un dossier qui est ancien et douloureux pour tout le monde? 50 ans de... Oui, alors vous avez raison de rappeler que ce dossier dure depuis très longtemps, mais justement, s'il dure depuis aussi longtemps, c'est qu'on avait ciblé, et ça commençait d'ailleurs sous le général de Gaulle, on avait ciblé l'utilité de ce site comme un facteur aéroportuaire de développement du Grand Ouest français. La question n'est pas réglée. On nous dit on va étendre l'aéroport existant. La vérité, c'est qu'on a des zones Natura sur l'aéroport, donc je souhaite bon courage parce qu'il va falloir trouver le moyen juridique de passer par-dessus ces zones. Donc on voit bien qu'on a des tas de contraintes. Nous, ce qui nous effraie dans cette affaire, c'est qu'en fait, on vient d'ouvrir la boîte de Pandore. L'État vient de céder, alors vous avez rappelé qu'effectivement, la promesse de campagne d'Emmanuel Macron face à Bruno Retailleau, qui était quand même quelqu'un qui connaissait parfaitement ce dossier, début avril, dans l'émission politique, Emmanuel Macron dit « Je respecterai le référendum qui a été organisé et donc l'aéroport se fera ». Et il revient aujourd'hui en arrière, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il cède devant 300 zadistes. Ce n'est pas des milliers de personnes installées sur place, c'est 300, au grand maximum. Troisième problème, et c'est pour moi énorme, c'est qu'on n'a pas négocié avec Vinci l'indemnisation du concessionnaire. On a eu le porte-parole du gouvernement, M. Griveaux, que je connais très bien, puisque j'ai été son opposant au conseil municipal de Chalon-sur-Saône, donc on se connaît parfaitement. Il m'est arrivé déjà de lui reprocher des excès de langage, qui nous dit hier qu'on va voir dans quelles conditions on va négocier l'indemnisation avec Vinci. Ça veut dire que l'État a décidé d'abandonner le projet de Notre-Dame-des-Landes avant d'avoir négocié les conditions de sortie de ce dossier, et ça se chiffre en centaines de millions d'euros, potentiellement 350 millions d'euros. Donc vous voyez bien que cette décision est une décision politique. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est allé très loin sur les sujets régaliens. Il veut faire plaisir peut-être à M. Hulot, qu'il veut garder avec lui, et à une frange de la population, et il décide d'abandonner. Et pour nous, ce n'est pas une décision qui soit mûrement réfléchie au regard de l'intérêt général, en tout cas certainement pas au regard des enjeux de développement du Grand Ouest français. Alors, une question de Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Moi, j'aurais voulu rebondir là-dessus, si c'est possible, à moins que vous vouliez passer à autre chose. Est-ce que vous pensez, quand vous dites qu'il y a une forme de capitulation de l'État, que plus aucun grand chantier ne se fera en France? C'est ça le risque? Quand je vous parlais tout à l'heure de boîte de Pandore, la vérité, c'est que, alors là, pour le coup, les élus locaux le savent très bien, dès que vous avez un projet d'aménagement qui est un petit peu impactant, vous avez une association ou un collectif qui se crée. Donc, la plupart du temps, ça se règle devant les tribunaux administratifs, mais quand vous avez une sédimentation avec des gens très déterminés, mus par des thèses, on ne va pas le cacher, qui sont des thèses d'extrême gauche, un peu anarchistes, qui veulent refaire le monde dans leur petit coin de terre de morceaux de la République française, alors vous pouvez aboutir à des situations comme celle-ci. Je crois que c'est un de vos confrères, le Figaro sauf erreur, qui a recensé ces derniers jours 50 sites qui sont aujourd'hui occupés, alors plus ou moins fortement, par des opposants, donc ils sont prêts à s'installer et à faire plier les autorités publiques. Le problème, c'est qu'on vient de leur donner raison. Et je pense que la République perd toujours par manque de fermeté. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être inhumaine, ça veut dire qu'elle ne doit pas céder face à un groupe de pression, surtout quand il est, pardonnez-moi, même on nous a dit c'est un camp retranché, il y a des catapultes, il y a des pièges partout, d'accord, c'est quelques centaines de personnes. Alors comment mènera-t-on la guerre au terrorisme islamiste si on n'est pas capable de réduire Notre-Dame-des-Landes? Faut quand même, la vérité, c'est qu'on a peur que ça dégénère. C'est ça le souci de l'État, c'est pas un souci matériel d'évacuer, il y a longtemps qu'on aurait pu le faire. Donc simplement, nous craignons que l'exemple qui a été donné hier, de ce renoncement de l'État et cet affaiblissement de l'autorité de l'État, ne donne un blanc-seing à ceux qui demain veulent faire plier ou l'État ou les collectivités
dans des tas d'autres points du territoire. Et ça serait une Vous catastrophe. avez aussi des groupes de pression du côté des bétonneurs, hein, et de toutes les entreprises qui veulent faire de l'argent, hein, Mais en sacrifiant l'écologie. Hein. oui, alors je sais bien, mais j'étais en débat sur une radio hier soir à ce sujet. Moi, vous savez, le meilleur moyen de rendre service à la planète Terre et à l'écologie, c'est de revenir à la marine à voile et à la lampe à huile. À un moment donné, il faut aussi concevoir que dans le cadre de son développement, même s'il est très respectueux des enjeux globaux qui nous concernent tous, l'État ou les collectivités ont besoin de concrétiser certains investissements stratégiques. Je ne vous dis pas qu'il faut tout bétonner, je dis simplement qu'il y a des enjeux qui sont aussi des enjeux d'intérêt général. Donc, sinon, on ne fera plus rien du tout. Parce que où vous mettez le curseur ? Pourquoi est-ce que finalement on aurait abandonné Notre-Dame-des-Landes et pourquoi est-ce qu'on conserverait d'autres dossiers stratégiques ? Donc je dis que le danger est là. On ne peut pas faire céder une république tout entière parce qu'on est bien organisé et qu'on tient une fraction en dehors des lois de la République à quelques centaines seulement. Une question de Laurent de Boissieu pour le journal La Croix. Le prochain grand scrutin, ce sont les élections européennes l'année prochaine. D'un côté, il y a un fédéralisme assumé par la majorité Emmanuel Macron, de côté un souverainisme incarné par Marine Le Pen, le Front National. Est-ce que vous pouvez avoir un discours cohérent entre ces deux pôles ? On voit que Laurent Wauquiez, dans son livre, qui a parfois été caricaturé, prône en quelque sorte un fédéralisme pour un petit noyau dur, donc d'aller plus loin pour un petit noyau dur, et un souverainisme d'aller moins loin en arrière pour le reste de l'ensemble de l'Union européenne. Est-ce que c'est audible ? Est-ce que vous n'allez pas être coincé, pris en tenaille entre deux discours cohérents ? Alors, nous serons d'autant plus audibles si nous arrivons à tuer une idée, et je vais me permettre d'être en désaccord avec une des présentations que vous avez faites. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'effectivement, le fédéralisme est un horizon tout à fait envisageable et même souhaitable pour le président de la République et sa majorité. En revanche, je conteste le terme de souverainisme dont se part Mme Le Pen. Parce que la vérité, c'est que Mme Le Pen est europhobe. Au même titre que M. Mélenchon, d'ailleurs. Ils se retrouvent comme larrons en foire sur ce sujet-là. Ils considèrent que l'Europe est la source de tous nos maux. Et ils oublient juste une chose, c'est que nous avons besoin de l'Europe pour garantir la paix sur notre continent. Ils sont dans une amnésie qui les amène à oublier les catastrophes que nos peuples ont vécues. Ou bien ils pensent que ce n'est pas l'Europe qui a fait la paix, mais que c'est la paix qui a permis de construire l'Europe. Je pense que l'Europe a maintenu la paix et qu'elle a permis une grande partie de notre développement. Donc, vous voyez, les choses sont très claires. Donc, là où je conteste le terme de souverainisme, je pense que très concrètement, l'Europe de Mme Le Pen amènerait à un abaissement de la souveraineté française. Parce qu'en vérité, on peut aussi considérer, et c'est bien la thèse de Laurent Wauquiez, vous citiez ce cœur d'Europe, et il a récemment développé dans la presse européenne la théorie des 3 cercles, c'est-à-dire un cercle très intégré qui irait entre 7 à 12 pays, vraiment ceux qui sont le cœur de la zone la plus fortement intégrée sur le plan européen, mais qui conserve les prérogatives de la souveraineté dans un certain nombre de domaines, parce que Laurent Wauquiez n'est pas fédéraliste. Dans beaucoup de domaines, ces prérogatives sont déjà transférées sur l'Européen. Budgétaire, monétaire, on prend les choses industrielles. Complètement. On prend les choses comme elles sont. Nous ne souhaitons pas sortir de l'euro en particulier. Ça serait une folie économique. Et donc nous considérons. Vous n'êtes pas souverainiste. Pardon ? Donc vous n'êtes pas souverainiste. Non, mais je ne sais pas si le souverainisme, c'est uniquement la monnaie. Le souverainisme, c'est au moins disposer de sa propre monnaie. C'est la capacité que la France aurait en s'appuyant sur une Europe qui protège les États-nations, de continuer sa mission à l'échelle de l'univers tout entier. Je crois à la mission universelle de la France. Elle n'est pas réductible ou extensible à l'Europe. Nous avons une histoire, nous avons des façons de penser, nous avons des principes que nous avons constamment défendus, qu'il s'agit encore que nous fassions valoir aux yeux du monde. Donc l'Europe des 3 cercles, que la propose Laurent Wauquiez, nous aurons un débat sur ce sujet aux Républicains. C'est une Europe qui fait très fortement dans son cœur ce qui marche bien entre les États qui sont prêts à le faire, qui a un 2e cercle qui est grosso modo la zone euro, et un 3e cercle qui sont des États associés. Et comme ça, tout le monde peut s'y retrouver. Je pense que l'erreur fondamentale, c'est la technocratie. Le discours de la Sorbonne que M. Macron a tenu il y a quelques mois nous fait peur. Parce que c'est en fait un discours qui répond au problème de l'Europe par plus de technocratie. Il veut créer au moins, relisez le discours, une dizaine d'institutions nouvelles pour répondre aux défis de l'Europe. Nous pensons que ce n'est pas dans le surcroît de technocratie qu'on réglera ce problème. Au contraire, c'est dans une Europe qui marche avec ceux qui sont prêts et désireux de la faire marcher, mais qui protège aussi. Je prends l'exemple du travail détaché. On n'a absolument rien réglé sur ce sujet et on va le voir très très rapidement. Et peut-être que cette Europe à plusieurs siècles nous permettrait de le faire. Une question de Damien Le Boulanger pour RCF. Justement,
au niveau de votre regard sur l'Europe, actuellement sont en train d'être discutés les accords entre Paris et Londres sur la situation des migrants qui veulent atteindre la Grande-Bretagne. Les Républicains se positionnent comment? Pour vous, quel serait l'accord le plus bénéfique pour la France et pour l'Europe sur cette question? Nous ne sommes pas dans la logique de dire qu'il ne faut pas renégocier. Nous l'avons souhaité et depuis longtemps. Donc nous, ce que souhaitons simplement, c'est que l'Angleterre prenne une part plus large, notamment au financement du contrôle à la frontière, qui, comme vous le savez, la frontière britannique qui se trouve à Calais, même si la frontière géographique se trouve au milieu de la Manche, la frontière britannique se trouve à Calais par les accords que vous venez de citer. Donc nous souhaitons... Justement, est-ce que vous ne voulez pas que cette frontière passe la Manche? Non, nous voulons... On sait très bien les difficultés techniques que représente le franchissement du canal. Du Channel, pardon, j'ai francisé un anglicisme, c'est horrible. Donc, de la Manche, pour faire vite. Donc, nous sommes parfaitement conscients de ces difficultés-là. Ce que nous souhaitons simplement, et je vais le dire d'une manière assez ferme, c'est que les conditions, aujourd'hui, du passage par la France soient ready. Or, ce n'est pas le projet de loi qui est en préparation qui permettra de dissuader les candidats qui ne méritent pas, j'allais dire, l'asile. Nous sommes favorables au maintien du droit d'asile. C'est l'honneur du pays. Il n'y a pas de sujet là-dessus. En tout cas, s'il y en a, c'est en dehors des Républicains, ce n'est pas chez nous. Mais nous souhaitons simplement dissuader les candidats à l'immigration économique qui se servent du droit d'asile et de la réclamation au droit d'asile pour venir sur le territoire français. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Donc la réforme des accords du Touquet peut être une belle chose en la matière si on améliore le fonctionnement, notamment pour le secteur de Calais, qui, je le rappelle, souffre. Natacha Bouchard, ma collègue maire de Calais, n'en peut plus, au même titre que la population. Mais nous souhaitons aussi qu'on aille au-delà des aménagements techniques, que ce soit sur les accords du Touquet ou sur le projet de loi qui sera discuté au printemps, pour qu'on s'attaque véritablement aux motivations du dévoiement du droit d'asile pour une partie. Rappelez-vous, vous avez eu comme moi les chiffres de l'OFPRA, 64% des demandeurs d'asile sont déboutés de leur demande parce qu'ils n'appartiennent pas à des pays qui sont en guerre ou qui menacent l'intégrité physique de leurs ressortissants. Donc on voit bien qu'on est au bout de la logique. Et qu'il faut donc durcir ces conditions. La politique de sécurité, humanité et sécurité d'Emmanuel Macron doit vous convenir. Le projet de loi qui propose va étendre, par exemple, la durée de rétention. On va pouvoir rester 90 jours en rétention. Oui, alors aujourd'hui, donc, ce qui est proposé pour le moment, mais on voit bien que le gouvernement est quand même en train de lancer quelques ballons d'essai, c'est effectivement doubler la durée de rétention. Nous estimons qu'en 90 jours, on ne peut pas régler l'instruction de tous les dossiers. Donc nous sommes favorables à un allongement qui soit plus important que celui-ci. Mais nous souhaitons également qu'on casse les pompes aspirantes de l'immigration clandestine en France. C'est quoi? C'est l'aide médicale d'État que nous souhaitons réformer. On ne souhaite pas que les gens meurent de la rue, mais on veut réformer et ramener l'aide médicale d'État à des niveaux qui ne soient pas des niveaux incitatifs à l'immigration clandestine. Contrairement, vous garderez toujours le principe, vous changerez le mot. Le principe est conservé, mais je rappelle par exemple... Donc le même coût. Ça peut être un débat... Non, pas du tout. Ça peut être un débat que nous avions eu par exemple avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy avait instauré un forfait de la prise en charge des soins. C'est-à-dire qu'il y avait une partie des soins qui n'était pas remboursée. Eh bien, vous aviez immédiatement une régulation d'aide médicale d'État. Depuis, François Hollande est arrivé, il a supprimé le forfait, c'est parti en flèche, et Emmanuel Macron accroît encore l'effort. Vous savez très bien que les filières de passeurs, qui sont très organisées, savent lire un budget, et qu'elles savent très bien que le budget de l'aide médicale d'État est en expansion faramineuse en France, et c'est donc un incitatif puissant à ce qu'on continue d'organiser ces filières. Casser ces filières, mais réguler également l'immigration légale, je dois le dire. Nous sommes favorables, et tous les candidats à la primaire l'étaient, à ce qu'on instaure alors appelez ça quotas, objectifs chiffrés, peu importe, en fonction des besoins d'intégration du pays. Nous souhaitons aussi une réforme du regroupement familial pour qu'il soit réservé à des personnes dont on sait qu'elles vont pouvoir s'intégrer dans la République française. Nous souhaitons une réforme de la circulaire Valls 2012 qui régularise, qui ouvre les conditions de régularisation. Vous passez 5 ans sur le territoire français, vous êtes marié, vous avez un enfant scolarisé en France depuis 3 ans, on vous régularise. Donc on sait très bien qu'il faut casser ces stratégies et nous, ce que nous souhaitons, c'est un vrai débat sur l'immigration, pas simplement des mesures techniques pour encadrer l'asile. Nous voulons un vrai débat national sur ce sujet. Donc les demandeurs d'asile économique, vous les refoulez à la frontière, vous les renvoyez? Écoutez, en tout cas, je pense qu'on peut se fixer des objectifs un peu plus ambitieux que ceux d'aujourd'hui.
Parce que, alors on nous a dit quelques chiffres, augmentation des reconduites à la frontière en 2017. On attend juste de voir si ces chiffres sont avérés. Pour le moment, c'est source ministère de l'Intérieur. Donc permettrait d'attendre aussi un peu plus d'objectivité. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on est sans doute à encore moins de 10% de reconduite à la frontière. Est-ce que ça, c'est tolérable? Parce que quand vous savez ça de l'extérieur, vous vous dites, finalement, j'ai 9 chances sur 10, même en étant en dehors du droit d'asile ou clandestin économique, de rester sur le territoire national, puisque 9 clandestins sur 10 ne sont pas reconduits à la frontière. Donc oui, nous souhaitons plus de fermeté, mais pour ça, il faut aussi que la loi soit adaptée. C'est pourquoi nous avons appelé de nos voeux ce projet de loi. Nous souhaitons qu'il soit le plus ferme qui soit. Ça n'en semble, hélas, pas prendre le chemin. Merci beaucoup à notre invité Gilles Platré, porte-parole des Républicains et maire de Chalon-sur-Saône. Notre invité la semaine prochaine sera Michel Sapin, ex-ministre socialiste de l'économie. Vous pouvez évidemment nous retrouver d'ici là sur les sites de KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.